Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des concepts les plus élégants en intelligence artificielle, les modèles basés sur l'énergie, ou EBM pour les intimes. La grande question qu'ils essaient de résoudre, c'est comment est-ce qu'une machine peut apprendre, non pas juste à reconnaître un chat, mais à vraiment saisir l'essence de ce qui fait qu'une image est plausible, qu'elle ressemble à un chat, par rapport à l'infinité d'images qui ne sont que du bruit, du pur hasard. C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par définir ce qu'est un EBM. Ensuite, on visualisera ce fameux concept de paysage énergétique. Puis, on verra comment on entraîne ces modèles, où on les utilise dans la vie de tous les jours, et on terminera par les défis qui restent à relever et ce que l'avenir nous réserve. Allez, on commence par les bases. Pour bien saisir toute l'élégance de la solution que proposent les EBM, il faut d'abord comprendre le problème qu'ils cherchent à résoudre. Et voilà, le cœur du sujet, il est là. Dans un univers où les possibilités sont quasiment infinies, pensez à toutes les combinaisons de pixels possibles pour une seule image. Comment un modèle peut-il faire la différence entre une photo de visage qui a l'air réel et un simple fouillis de pixels sans aucun sens? Comment il apprend cette frontière si subtile entre ce qui est probable et ce qui est juste du bruit? Et la réponse que les EBMs apportent est en fait d'une simplicité géniale. Plutôt que de s'acharner à calculer des probabilités exactes, ce qui est incroyablement complexe, un EBM apprend ce qu'on appelle une fonction d'énergie. L'idée, elle est toute simple, les données qui ressemblent aux vraies données, on leur donne une faible énergie. Et à l'inverse, les configurations improbables, bizarres, on leur assigne une énergie très élevée. Ce changement de point de vue, c'est vraiment ça la clé. On ne demande plus au modèle quelle est la probabilité de cette image, une question très difficile, on lui demande plutôt quel est le niveau de compatibilité, de plausibilité de cette image. L'énergie, ça devient juste un score, un simple indicateur bien plus facile à manipuler pour le modèle. Bon, maintenant passons à l'analogie qui rend les EBM si faciles à comprendre, celle du paysage énergétique. Cette image illustre parfaitement le concept. Imaginez que toutes les données possibles, toutes les images imaginables forment un paysage. Le but du modèle, c'est de sculpter ce paysage. Les vraies données, celles qu'il a vues pendant son entraînement, doivent se retrouver tout au fond de vallées profondes, stables. Ce sont les zones en bleu foncé ici. Et tout le reste, les configurations qui n'ont aucun sens, on les pousse sur de hauts pics d'énergie, les zones en jaune vif. Du coup, chaque donnée d'entraînement devient une sorte d'outil pour sculpter. Le modèle voit une image de chat, hop, il creuse un peu plus la vallée des chats. Il génère une image qui ne ressemble à rien, il élève un pic à cet endroit précis du paysage. L'apprentissage, c'est un peu comme de la géologie numérique en fait. Voyons un peu comment ce modelage de paysage se passe en pratique. Entraîner un EBM, c'est un vrai défi, mais vous allez voir, la solution est tout aussi ingénieuse que le concept. Alors, l'idée, elle ne date pas d'hier. Ça remonte aux années 80 et ça a vraiment gagné en popularité dans les années 2000 avec les travaux de Geoffrey Hinton sur les machines de Boltzmann restreintes, les fameux RBM. Le terme EBM a été officialisé en 2006 et aujourd'hui, avec la puissance de calcul qu'on a et de nouvelles techniques, on assiste à une vraie renaissance de cette approche. Voilà le principal méchant de l'histoire, le gros obstacle technique. Pour pouvoir transformer ces scores d'énergie en vraies probabilités, il faudrait les normaliser. Et pour ça, on a besoin de calculer un terme bien particulier, la fonction de partition, qu'on note Z. Le problème avec ce Z, c'est que pour le calculer, il faudrait additionner l'exponentielle de l'énergie négative de chaque configuration de données imaginables. Pour une toute petite image en noir et blanc de 32 par 32 pixels, on parle déjà d'un nombre de possibilités absolument astronomiques. Le calcul direct est juste infaisable. Mission impossible. Du coup, la solution, c'est de contourner le problème. L'entraînement devient une sorte de jeu d'équilibriste. D'un côté, on prend des vraies données et on dit au modèle « ici, l'énergie doit descendre », ça c'est la phase positive. De l'autre côté, on génère des exemples à partir du modèle lui-même et on lui dit « l'énergie de ces trucs que tu viens de créer, elle doit monter ». Ça, c'est la phase négative. On creuse les vallées et on élève les pics en même temps. Pendant longtemps, la méthode pour obtenir ces faux échantillons, c'était un processus assez complexe, optimisé par un algorithme de Hinton appelé la divergence contrastive. C'était une vraie avancée mathématique qui permettait de ne pas calculer Z. Mais en pratique, c'était souvent très lent, parfois un peu instable, et ça a un peu freiné l'adoption des EBMS. Pour dépasser ça, les approches plus récentes sont différentes. On entraîne un deuxième réseau de neurones, un générateur, dont le seul job est de produire des faux exemples de très bonne qualité. Des exemples qui vont vraiment mettre le modèle au défi. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Ça ressemble beaucoup au jeu du gendarme et du voleur qu'on retrouve dans les GAN, les réseaux antagonistes génératifs. Allez, on quitte un peu la théorie pour voir la pratique. Où est-ce qu'on sert de cette idée élégante, concrètement? En fait, la grande force des MBM, c'est leur flexibilité. On les retrouve dans plein de domaines.
Par exemple, pour détecter des anomalies, c'est parfait. Si une nouvelle donnée arrive et qu'elle atterrit sur un pic de haute énergie au lieu d'une vallée, le modèle sait tout de suite que c'est quelque chose d'inhabituel. Une des applications les plus bluffantes, c'est dans le repliement des protéines. Comprendre la structure 3D d'une protéine, c'est un problème fondamental en biologie. Des chercheurs de Facebook AI ont réussi à utiliser les EBM pour apprendre le paysage énergétique des formes possibles d'une protéine. C'est une avancée vraiment majeure. Pour finir, jetons un œil aux limites actuelles et aux perspectives vraiment passionnantes pour les EBM. C'est toujours intéressant de les comparer aux GANs, l'autre grande famille de modèles génératifs. Le gros avantage des EBM, c'est qu'ils évitent un problème classique des GAN, l'effondrement de mode. C'est quand un GAN, par exemple, apprend à dessiner des chats, mais finit par ne savoir dessiner qu'un seul type de chat, en oubliant toute la diversité. L'EBM, en théorie, capture tout le paysage. Par contre, il faut l'admettre, les GAN sont souvent des champions pour générer des images ultra nettes, alors que l'entraînement des EBM reste encore un peu plus sportif. Alors, si on devait résumer, premièrement, les EBM utilisent l'énergie comme un raccourci, un score de plausibilité au lieu de la probabilité. Deuxièmement, tout tourne autour de cette super analogie du paysage énergétique, avec ses vallées pour les vraies données et ses pics pour les fausses. Troisièmement, l'entraînement c'est un jeu d'équilibre permanent. Et enfin, il représente une alternative vraiment solide aux GAN, même s'ils sont un peu plus délicats à manipuler. Et tout ça nous amène à une question passionnante pour le futur. Le concept d'énergie, il est fondamental en physique. Le voir émerger comme une approche aussi puissante en IA, ce n'est peut-être pas juste une coïncidence. Peut-être que pour qu'une machine comprenne vraiment notre monde, elle doit d'abord apprendre à parler son langage le plus fondamental, celui de l'énergie. Merci beaucoup pour votre écoute.